Bonjour et bienvenue à la 70e diffusion de 5e dimension, suite de la diffusion 69. Pour mieux comprendre cette vidéo, il est préférable d'avoir regardé auparavant la diffusion 57, l'Empire de Tartarie. La Russe Vladimiro Souzdaline s'est définitivement formée lors du règne du grand knez, le grand Khan, Yuri III. Aujourd'hui, il nous est connu également sous les noms de Gengis Khan ou Gourkhan dans les sources étrangères. Les forces armées de cet État s'appelaient la Horde. Ce mot signifie en langue ancienne russe une grande unité des guerriers, des hommes. Le mot « horde » était employé en général pour toutes les troupes armées. Grâce aux ressources inépuisables de troupeaux de chevaux dans la zone des steppes, l'État a pu former une énorme armée de chevaliers. Cette armée était forcée de se déplacer en permanence, car les chevaux avaient besoin de pâturage. Pour entretenir cette énorme horde, toute la population du pays était tributaire de la dîme. En tête de l'État, il y avait le tsar, l'autocrate doté d'un pouvoir illimité. La région capitale de cet État, c'était la région de Vladimir et de Souzdal. À cette époque, elle s'appelait Novgorod la Grande et a été fixée sous cette appellation dans les chroniques. La ville de Yaroslavl était le centre de la gouvernance administrative. Cet endroit a été reflété dans les chroniques comme la grande cour de Yaroslavl de Novgorod la Grande. Dans des périodes différentes, les sièges renforcés du tsar se sont situés dans des endroits différents, à Rostov-la-Grande, à Kostroma, à Vladimir, à Souzdal et autres villes. De nos jours, l'ensemble de ces anciennes villes russes est appelé l'anneau d'or de Russie. Selon notre reconstruction, le tsar Yuri III, connu comme Gengis Khan, du XIVe siècle, a fondé le grand empire mongol. Il est mort à un âge jeune. Tout comme les autres grands gouvernants de l'empire mongol, il a été enterré dans l'ancien cimetière central impérial de l'Égypte, connu aujourd'hui comme la nécropole du plateau de Gizer ou Gizer. Gizer, probablement cosaque, le cimetière cosaque où on a enterré tous les grands camps du Grand Empire. Plus tard, sous la plume des historiens, Yuri III s'est dédoublé en plusieurs personnages historiques. Notamment, il a été canonisé. On le connaît comme Georges de Lydda. Aussi, c'est le célèbre Knez Rurik, par erreur placé par les historiens dans le IXe siècle de notre ère. Aussi, c'est Mstislav de Tchernigov, faussement placé par les historiens dans le XIe siècle de notre ère. Également, Yuri II de Vladimir, à tort placé par les historiens dans le XIIIe siècle de notre ère. C'est aussi Gengis Khan, à tort classifié dans le XIIIe siècle. En réalité, Yuri III a vécu et régné au XIVe siècle, de 1319 à 1325. À la fin de la première moitié du XIVe siècle, durant le règne d'Ivan Ier Kalita, la Russe Horde a commencé la conquête de l'Eurasie et a dirigé son armée dans la direction ouest. Les troupes équestres russes ont envahi l'Europe sur un vaste front. Suite à cela, une partie importante de l'Europe occidentale a été colonisée. Résultant des conquêtes militaires du grand Knez Yuri III et de son frère Ivan Kalita dans la première moitié du XIVe siècle, a été constitué le Grand Empire, l'Empire mongol, avec le centre dans la Russe Vladimiro Souzdalienne. Le Tsarat de Russie, c'est l'appellation russe, et l'Empire mongol, c'est l'appellation européenne. Elles désignaient toutes les deux un seul État. Dans les sources russes, on appelait l'Empire mondial simplement la Russe entière, ou le Tsarat de Russie. Dans les sources étrangères, on l'appelait l'Empire mongol, ce qui veut dire le Grand Empire. Au XIVe siècle, Ivan Kalita, qui dirigeait l'empire du 1328 au 1340, a fondé en Italie Rome et le Vatican.
comme le centre du pouvoir laïque et religieux dans l'Europe occidentale. Il a fondé également l'institution des papes à Rome. Ivan Kalita a été en même temps le tsar et le grand prêtre ou calife. Après sa vie, il a laissé en Occident une multitude de mémoires qui se sont transformées avec le temps en légendes et en mythes. Par exemple, la légende sur le royaume du prêtre Jean. Suite aux erreurs des chroniqueurs, il a été décrit sur les pages de l'histoire mondiale plusieurs fois, sous des noms différents, entre autres sous le nom de Batoukan. Ainsi, la première moitié du XIVe siècle, c'était l'époque du début de la conquête de l'Occident par la Russe horde. Durant le XIVe-XVIe siècle de notre ère, le grand empire mongol a répandu son pouvoir sur les énormes territoires de l'Eurasie et de l'Amérique. Avec cela, ce n'était pas une action militaire, mais plutôt une colonisation plus ou moins pacifique de grands espaces. Des petits peuples et tribus habitant sur ces terres ne pouvaient pas opposer de résistance sérieuse à des armées impériales cosaques. Sur ces terres colonisées sont apparus de nouveaux grands pays, par exemple l'Empire des Grands Mongols en Inde, l'Empire mongol sur le territoire de la Chine moderne, l'Empire des Mamelouks en Égypte, l'Empire des Samouraïs au Japon. Les samouraïs sont probablement des Samariens, soit les originaires de villes de Samara, de métropole de la Russe horde, et enfin la célèbre civilisation Inca et Maya en Amérique. Cette conquête a été la première vague. Il faut dire qu'à cette époque, il ne s'agissait pas tellement d'une conquête militaire, mais plutôt d'un peuplement et d'annexion à l'Empire des terres lointaines qui étaient soit désertes, soit peuplées de tribus sauvages. Selon certaines sources très anciennes, par exemple celle de Jean Malala et de Mavro Orbini, en ce temps, la plupart des territoires de l'Eurasie et d'Afrique étaient très peu peuplés. C'est pourquoi les troupes de la Russe horde, qui se répandaient de façon irrépressible dans toutes les directions à partir de la Volga, s'installaient sur les terres inoccupées en créant dans ces endroits de nouvelles villes, villages et cultures. Par exemple, la colonisation de l'Inde de cette époque par la Horde nous est connue à partir des sources anciennes comme l'apparition des célèbres Aryens et comme la fondation de la civilisation aryenne indienne dans l'Industan. Et les Cosaques venus en Égypte ont fondé là-bas la dynastie des Mamelouks. Plus tard, ils ont été décrits dans l'histoire de l'Égypte soi-disant antique sous le nom des Hyksos antiques. De nombreuses chroniques anciennes parlent de cette expansion de la horde du centre de l'Empire comme des invasions barbares, comme du grand déplacement des populations, comme de la grande arrivée des Slaves et comme de l'apparition de Babylone. À la fin du XIVe siècle, en Russe horde surviennent des troubles. En 1380 a eu lieu une bataille sanglante entre les armées de Dimitri IV Donskoy et celles du chef de guerre Mamai Veliaminov. Le siège tsariste de Dimitri Donskoy se trouvait à cette époque à Kostroma, et la bataille de Kulikovo s'est livrée sur le lieu de Moscou actuel, à la jonction des rivières Yaouza et Moskova. En ce temps, à cet endroit, Moscou n'existait pas encore. C'était la bataille pour la conversion définitive du pays au christianisme apostolique, la religion principale de tout l'Empire mongol. Plus tard, sur le lieu de la bataille de Kulikovo, Dimitri Donskoy a fondé la ville de Moscou. Après approximativement 100 ans d'existence de l'empire de la Horde russe, ses gouvernants ont eu affaire à de nouveaux problèmes jamais connus auparavant. Suite à la construction d'États, un réseau de bonnes routes a couvert des grands territoires. Par ces voies de caravanes bien organisées, sur toute l'Eurasie, on commençait à se répandre facilement les épidémies qui surgissaient de temps à autre au sud de l'Empire. Les maladies mortelles telles que la peste, le choléra et autres ont été des conséquences inévitables de l'unification sous une seule autorité des énormes territoires d'Europe, d'Asie et d'Afrique.
La solution a été trouvée dans l'introduction des frontières administratives sur le territoire du Grand Empire. Yaroslavl, connu aussi comme Novgorod sur la Volga, est devenu le centre de la Russe horde. Le deuxième pôle, c'était Istanbul, sur le Bosphore, soit Constantinople, qui est devenu le centre de l'autre partie de l'Empire de la Grande Ottomanie à Osmanie. Parallèlement, Constantinople a restauré la grande importance dont elle jouissait au XIIe-XIIIe siècle de notre ère. Avec cela, les administrations de l'Empire ont pris la décision de la mise en quarantaine forcée des régions où ont surgi les épidémies. Selon l'opinion de l'administration centrale, c'étaient les territoires de l'Europe du Sud et de l'Ouest. Les troupes de Cosaques d'Ottomans y ont été envoyées avec un ordre cruel d'éliminer la population malade et de repeupler ces terres. Cette grande campagne est connue aujourd'hui comme la conquête ottomane. Elle a également été décrite dans la Bible comme la conquête de la terre promise dans le livre de l'Exode et dans le livre de Josué. Visiblement, les pays contaminés, c'étaient de nombreux pays de l'Europe de l'Ouest et du Sud. C'est vers ces régions qu'ont été envoyées les troupes de la Horde, les Cosaques, avec l'ordre sévère de tuer la population des vastes terres et de les repeupler à nouveau. C'est l'histoire bien connue de la conquête ottomane du XVe siècle. De cette façon, au XVe siècle, la Russe horde a été obligée de diriger ses troupes en Occident et au Sud pour la deuxième fois. C'était la deuxième vague des conquêtes, c'est-à-dire la domination des territoires déjà assujettis auparavant, sur lesquels à partir du XIVe siècle se trouvaient déjà des forces armées des gouvernants locaux, des vassaux de la horde, qui ne voulaient pas être tués. Néanmoins, l'épuration forcée de quarantaine a été effectuée de façon régulière. Sur ces terres reconquises d'Europe et d'Asie ont été placés de nouveaux vassaux. Dans l'histoire russe, la trace de cette campagne est restée sous le nom de la distribution à grande échelle des terres de Novgorod à des boyards, à des enfants des boyards, à des nobles et même à des meilleurs serviteurs. Suite à cela, au milieu du XVe siècle, à la place de l'ancien empire byzantin est apparu l'empire ottoman, l'allié de la Russe horde, avec sa capitale à Istanbul. À ce propos, l'appellation même ottoman, le nom de famille des sultans, prend l'origine du nom très connu, Getman Ataman. Ainsi s'appelait un grand-parent des sultans ottomans. Avec cela, l'Occident et l'Eurasie, en général, se trouvent pour l'instant sous le pouvoir du grand empire mongol. Probablement, l'Europe a été partagée d'une certaine façon entre la Russe horde et l'Empire ottoman. L'Europe, tout comme les autres territoires de l'Eurasie, paye un tribut aux autorités centrales. Les historiens appellent ce tribut au sultan. À cette époque, dans chaque pays de l'Europe occidentale, il y avait un vassal de la horde, un roi. Les vassaux étaient soumis au gouvernement central du grand empire mongol, c'est-à-dire à l'empereur. Les Européens appelaient avec le mot empereur le grand tsar Khan de la horde russe qui se trouvait dans la lointaine Novgorod. Il y avait un seul empire et naturellement un seul empereur. Au XVe, XVIe siècle, dans l'Empire a commencé à se dessiner une scission du christianisme commun en plusieurs grands courants religieux. Plus précisément, en orthodoxie, en islam, en catholicisme, en bouddhisme et en judaïsme. Les courants prendront ces appellations seulement au XVIIe, XVIIIe siècle. Ainsi, toutes les religions connues aujourd'hui prennent leur origine dans la même racine, le christianisme commun du XIIe, XIIIe siècle. Ceci explique en particulier les conclusions faites par une grande école de scientifiques du XIXe siècle qui ont travaillé dans le domaine des sciences comparatives des religions. Après avoir étudié un grand volume de matériel, ils ont trouvé un fond identique étonnamment important chez toutes les religions mentionnées précédemment. Mais ayant les mains liées par la chronologie scaligérienne erronée, ils ont décidé que le christianisme avait assimilé de nombreux éléments des cultes qui seraient plus anciens. En réalité, c'est faux.
Au contraire, le christianisme autrefois commun, au XVIe-XVIIe siècle, s'est séparé en plusieurs religions dont chacune a hérité de façon naturelle d'une grande partie de l'ancien culte en l'ayant transformé. On a partagé également les symboles autrefois communs. La croix large est devenue l'attribut essentiellement de l'Église orthodoxe. La croix étroite est utilisée par l'Église catholique. L'étoile à 6 branches, l'une des versions de la croix, est allée au judaïsme. Le croissant avec l'étoile, représentant également une forme de croix, a été récupéré par l'islam. Les évangiles ont probablement été écrits à la fin du XIIe ou en début du XIIIe siècle de notre ère. Les autres livres de la Bible de l'Ancien Testament ont été créés plus tard. La rédaction de l'évangile le plus ancien connu, parvenu jusqu'à nous, doit probablement être datée du XIVe-XVe siècle de notre ère. Les livres de l'Ancien Testament ont été écrits et corrigés même jusqu'au milieu du XVIIe siècle, c'est-à-dire à une époque assez